Opère en trois domaines. Premièrement, le projet renforce les institutions locales et promeut des... Ok. On reprend. 10. Depuis 2004-2005, le Cameroun connaît un afflux massif de réfugiés en provenance de la République centrafricaine. La plupart de ces 290 000 personnes se concentrent dans les régions de l'Est et de l'Adamawa. 70% d'entre eux vivent dans les villages, en cohabitation pacifique avec les populations hôtes. Ceci dit, l'Est et l'Adamawa sont parmi les régions les plus pauvres du pays. Les réfugiés et les membres des communautés d'accueil font face aux mêmes défis concernant les opportunités de génération de revenus et l'accès aux ressources naturelles et aux services essentiels. L'absence d'opportunités peut avoir des implications négatives pour la cohésion sociale et l'intégration pacifique. Dans ces contextes, les femmes sont traditionnellement en charge du petit commerce et peuvent donc représenter un pôle de contact entre les réfugiés et les communautés d'accueil, tout en contribuant à réduire les tensions potentielles. Le projet Autonomisation des femmes pour des économies résilientes et des communautés pacifiques dans les régions de l'Est et de l'Adamawa au Cameroun où vivent les réfugiés, financé par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA et mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail, répond à ces défis. Le projet entend favoriser le développement d'entreprises et coopératives par les femmes et leur autonomisation économique dans les communautés de réfugiés et d'accueil, grâce au développement de chaînes de valeur agroécologiques clés et à l'amélioration des mécanismes de protection sociale. Pour ce faire, l'Organisation internationale du travail opère en trois domaines. Premièrement, le projet renforce les institutions locales et promeut des mécanismes favorables au développement économique inclusif, à la cohésion sociale et au bien-être des communautés. Deuxièmement, il aide les femmes réfugiées, les femmes déplacées internes et les populations d'accueil à créer des entreprises et des coopératives agricoles durables. Enfin, il facilite l'accès des réfugiés, des déplacés internes et des populations d'accueil aux services de protection sociale et de prévention et protection en matière de VIH-Sida. Pour favoriser la création d'entreprises, le projet a identifié les secteurs du maïs et du manioc et appuie leur développement en utilisant l'approche des chaînes de valeur. Le projet développe des interventions sur la chaîne de valeur en appliquant l'approche des systèmes de marché inclusifs pour les réfugiés et les communautés d'accueil développés par l'OIT et le HCR. Ces interventions visent à développer les capacités des femmes entrepreneurs et des coopératives d'accéder aux opportunités de marché, ainsi que de développer les liens entre les entreprises et les autres acteurs du marché, avec le but final d'augmenter la productivité et de créer des opportunités de travail décent. En effet, l'approche chaîne de valeur tient en considération l'apport fondamental des services de support et des règles et réglementations dans le fonctionnement du secteur. Ainsi, le projet a l'objectif d'appuyer les acteurs de marché, tels que le fournisseur d'entrants, les institutions de formation technique et les prestataires de services financiers et de développement d'entreprises, pour qu'ils puissent mieux appuyer les femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la création d'entreprises et coopératives. Donc, si vous êtes des représentants des municipalités ou des gouvernements locaux, des organisations non gouvernementales ou des prestataires de services de développement des affaires, n'hésitez pas à vous mettre en contact pour en savoir plus sur les opportunités offertes par ce projet. Vous avez suivi alors, c'est bon? Ok, alors c'est un bref résumé. J'ai une présentation PowerPoint, mais puisque on est un peu compressé dans le temps, ça me gagne un peu de temps, bien qu'on a eu un peu de problème technique. Maintenant, qu'est-ce qui va faire le slide? Donc, je rappelle que c'est un projet d'autonomisation des femmes pour des économies résilientes et des communautés pacifiques dans la région de l'Est et de l'Adamawa au Cameroun. Dans l'Est et l'Adamawa, au Cameroun, où vivent les réfugiés. C'est
projet financé par la COECA. Et nous avons même un représentant du bailleur avec nous. Je la salue. Je suis très contente qu'elle soit là. Et je dois lui souhaiter... Attends, aujourd'hui, c'est la fête de la moisson, non? En Corée. Alors, bonne fête de la moisson. Alors maintenant, la prochaine étape. Donc, le projet, c'est un projet de 8 millions de dollars qui devait commencer en 2021, qui a commencé plutôt en 2020, beaucoup plus tard, en 2022, à cause de la... En fait, c'est à cause de la COVID, on a eu un ralentissement. Donc, vraiment, au dernier trimestre de 2021, on était là. Et nous sommes basés à Berthois et nous couvrons 16 communes de l'Est de la Damawa. La cible, j'ai écrit ça en anglais pour que ça puisse rester un peu dans le G100. Je sais que les documents, s'ils doivent être lus, ça aurait été plus facile en anglais. Et donc, on parle de 5000 femmes et hommes, des réfugiés déplacés internes et des gens des communautés hautes, 65% de femmes, 50% des réfugiés. Ok, on a vu ça dans la vidéo. Dans la vidéo, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on a aussi un appui qu'on donne aussi à la chaîne de valeur de poulet de chair. On travaille au niveau de la provende en synergie avec le maïs et le cassava, et le manioc. Alors, bon, l'objectif il y a plusieurs objectifs. Il y a 3 gros objectifs, plus un objectif général qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que nous devons aussi contribuer à donner du data. Le problème, souvent, dans ce genre de projet, on fait le projet, quand le projet est fini, on bâtit pas sur les leçons apprises, on partage pas les données. Le projet prévoit le partage des données sur qu'est-ce qu'on a pu faire en termes de création d'entreprises, de coopératives, de comment qu'on a pu aussi contribuer à la cohésion sociale et aussi à la protection sociale. Donc, il y a le dernier objectif que vous n'avez pas vu dans la vidéo, mais c'est aussi très présent, c'est qu'on collecte du data pour pouvoir bâtir sur ça. Surtout dans l'idée que il n'y a pas beaucoup de projets qui interviennent dans l'Est et la Damawa. C'est une zone qui est très isolée et en frontière avec la Centrafrique et qui était déjà pauvre. Et là maintenant, en plus, avec les afflux de réfugiés, il faut vraiment prêter attention. Donc, on doit cumuler le data pour pouvoir éduquer ceux qui veulent intervenir, les ONG, tout ça, partager, créer des communautés et bâtir sur les acquis et pas revenir toujours sur les mêmes choses. Donc ça, c'est une des externalités du projet. Autant qu'on doit renforcer les localités, ça c'est un des objectifs qui est très important, et qu'ils utilisent l'approche inclusive de marché sur laquelle je vais revenir d'ici peu. Travailler avec les femmes et les populations pour qu'ils aient des entreprises qui sont durables dans l'agroéconomie, le business relatif qui est le long de la chaîne de valeur, et finalement faciliter l'accès à la protection sociale, prévenir le VIH-Sida qui est prévalent dans la zone. Vous avez entendu hier un des témoignages je pense que c'était la RDC sur les questions de sexe transactionnel, le sexe qui se fait dans les camps. Mais en fait, ce qu'on sait, ce qu'on voit par exemple à Berthois et dans d'autres villes, il y a du sexe transactionnel dans la ville toujours. Ça vient avec la pauvreté. Donc, c'est pas pour rien que l'Est et la Damawa a une prévalence pour le VIH-Sida. C'est dans les activités, c'est dans le quotidien malheureusement. Et tant qu'on n'a pas d'activité génératrice de revenus qui permettent aux femmes de s'épanouir et de pouvoir subvenir à leurs besoins, malheureusement elles sont exposées à ce genre de choses. Donc, au niveau de la protection sociale, vous avez aussi entendu Madame Iyamour Nicoletta qui est là et qui pourra peut-être, si vous avez des questions là-dessus, nous répondre un peu plus. Mais on a fait beaucoup d'efforts pour identifier les prestataires de services, travailler avec les ministères concernés pour essayer de donner accès aux réfugiés et aux populations hautes. Donc l'approche
systémique de marché, c'est une approche qui est où est-ce qu'on essaie de regarder la chaîne de valeur un peu différemment de qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et là, je vais vraiment insister parce que quand vous entendez chaîne de valeur, vous entendez, OK, il y a les intrants et il y a la vente au bout. Nous, on regarde un écosystème et où sont les gaps, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'écosystème et comment on peut inclure nos vulnérables, les femmes, les réfugiés, dans cet écosystème et qu'ils puissent profiter de l'ajout de valeur ajoutée, par exemple, de prise de décision aussi, on reviendra là-dessus, où est-ce qu'on remarque parfois dans la chaîne de valeur que les femmes sont plus dans la production, mais elles ne sont pas dans la transformation, elles ne sont pas dans la prise de décision. Ironiquement, comme a dit notre collègue VHR, souvent on trouve les femmes, on dit ok, on a besoin de coopératives avec des femmes, on met 50% de femmes, mais elles sont pas dans la prise de décision. Et ça, il faut être conscient de ça et être intentionnel pour qu'elles puissent prendre leur place et vraiment pouvoir profiter de l'inclusion dans laquelle c'est pas juste un chiffre, c'est pas juste dire on a 50% de femmes ou 65% de femmes, mais elles font quoi les femmes? Elles sont où? Est-ce qu'elles participent vraiment à l'économie et tout ça? Donc, l'approche chaîne de valeur que nous, on va vous présenter, c'est une approche inclusive où est-ce qu'on a étudié différentes chaînes de valeur et on a choisi le maïs, le manioc et le poulet de chair. Le poulet de chair, c'est la population qui l'a demandé, mais au niveau de la chaîne de valeur du manioc et du poulet de chair, c'est après avoir étudié qu'est-ce qui était plus rentable, où est-ce qu'on aurait eu plus de value for our money en travaillant sur ces chaînes-là, en termes d'inclusion sociale pour les gens pour lesquels on travaille dans l'Est et la Dabawa. Donc le maïs et le manioc sont deux très porteurs. Et quand on parle de market system, pour nous, au BIT, c'est quoi? Vous voyez ce cercle-là, vous allez le voir, il y a différentes façons de le présenter, mais c'est toujours en forme de, on l'appelle donut ou beignet, où est-ce que on a ceux qui sont responsables des règles et règlements, et ceux qui sont responsables des fonctions support. Et tout ça en supportant ce qu'on connaît, le classique de chaîne de valeur, la demande et l'offre et la distribution. Tu vois. Donc, on peut avoir plusieurs segments sur le long de la ligne qu'on voit, ceux qui produisent, ceux qui transforment, première transformation, deuxième transformation, et puis après ça, ceux qui distribuent à différents niveaux, donc la demande. Donc ça c'est le classique. Mais qu'est-ce qui influence la durabilité de cette chaîne? C'est les règlements formels et informels, et les fonctions support. Les fonctions support sont intéressantes parce que vous avez l'information, vous avez la formation, vous avez les questions de support, coaching, mentoring, concevoir. Et ça, c'est dans l'écosystème, vous allez avoir ce qu'on appelle des service providers, des gens qui font des services avec leur capacité, qui offrent des services aux entrepreneurs. Il y a la coordination. La coordination, elle peut se faire au niveau des municipalités, elle peut se faire au niveau des chambres de commerce, et puis il y a la fameuse finance. La fameuse finance, je dis vraiment la fameuse finance parce que quand on parle de réfugiés, de femmes, la finance, est-ce que c'est un fantôme? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il faut faire sortir le fantôme parce qu'elle est très absente le long de la chaîne de valeur. Donc, on a identifié aussi des actions des interventions qu'on va faire au niveau des chaînes de valeur, de la chaîne de valeur et de l'écosystème même de la finance pour qu'ils puissent supporter les entrepreneurs réfugiés et déplacés internes. Je ne vais pas trop m'attarder. Si ça vous intéresse, c'est très, très documenté. Il y a même de la littérature, il y a des groupes de travail. Moi, par exemple, je fais partie d'un groupe de travail qui travaille avec Oxford University sur la question, parce que c'est la nouvelle façon d'approcher les économies, d'avoir un aspect beaucoup plus holistique. Et vous voyez les petits drapeaux rouges, c'était les premières interventions qu'on pensait qu'on allait faire et qu'on a fait, mais on a ajouté aussi au niveau de la finance, où est-ce que maintenant on travaille avec les banquiers pour qu'ils comprennent notre cible et comment ils peuvent intervenir au niveau de... On va faire une intervention à ce niveau-là. Donc,
juste pour vous dire, on n'est pas les seuls. Ça, c'est tous les autres pays au niveau du BIT, mais pas juste au BIT, avec le HCR, avec USAID, avec COECA, il y a différents endroits où est-ce que le BIT travaille au niveau de différentes chaînes de valeur. Et ça nous permet, on vient de sortir d'un meeting où est-ce qu'on a regardé les résultats, et les résultats commencent à être probants, on commence à voir des différences dans différents pays, où est-ce qu'on voit des économies durables s'installer. Donc, l'accès au marché, c'est important, la finance est importante, mais tout l'écosystème, chaque écosystème est différent. Et ça, c'est très important à relever. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être dans ma présentation, vous pourrez accéder, mais on a expliqué comment on a fait nos interventions pilotes pour ce projet. On le présente au niveau du marché, au niveau de formation des petites et moyennes entreprises avec des prestataires de services. Et je veux insister, on est dans le faire-faire. Nous, on n'est pas là pour être à la place. Si ça existe déjà, on va renforcer, on va donner les outils. Et en espérant que quand on part, ils vont être encore là en train de faire les formations pour les entrepreneurs, travailler encore au niveau de l'accès à la finance. Au niveau de l'accès à la finance, on a décidé de travailler avec des coopératives et des groupes d'entrepreneurs pour avoir des caisses villageoises, pour qu'au moins entre eux ils puissent se faire du prêt. Mais ce n'est pas assez si on veut vraiment développer des chaînes de valeur, mais au moins ça sécurise un peu les banquiers qui voient qu'il y a de l'épargne, il y a des choses qui se font. Donc, je vais laisser Josué continuer de son côté. On a fait des interventions au niveau des chaînes de valeur et je vous laisse sur ça. Ces interventions, on a vu qu'il y a des gaps. Dans l'Est, il y a du maïs qui pourrit. Ah, on entend qu'au littoral et au centre, on cherche le maïs. Comment c'est possible? Ils ne se parlent pas. Comment qu'on peut faciliter? Mais si nous, on facilite aujourd'hui, comment on peut s'assurer que ça dure? Il faut qu'il y ait une coordination qui se fait en place. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parle aux brokers, on fait une intervention pour faciliter l'achat, mais au-delà de l'achat, qu'il y ait une collaboration plus durable, où est-ce que si, par exemple, celui qui produit a besoin, par exemple, de sécher le maïs, puis comprendre c'est quoi la qualité de maïs qu'il doit avoir, qu'est-ce qui doit être fait, et que la relation soit plus durable entre celui qui achète et celui qui est prêt à vendre. C'est très difficile. On n'est pas dans un contexte américain où est-ce que les gens sont dans le CSR, Corporate Social Responsibility. OK, c'est pas ça. Et ça, on le vit, l'équipe le vit à tous les jours. Parce que les outils qu'on a, on arrive avec l'idée que celui qui va acheter, la grande corporation qui voudrait acheter le maïs, va avoir un petit côté social, pas beaucoup, un petit côté social pour travailler avec nous et peut-être investir dans un endroit de séchage, une aire de séchage. Ce n'est pas le cas. On veut acheter, vendre, c'est très transactionnel. En plus, on va acheter pour pas cher, et puis on n'est pas intéressé donc c'est tout un aspect intéressant dans lequel on est et on aura plus à rapporter. Si ça vous intéresse, passez à la table, donnez vos noms, vous pourrez recevoir des informations. Au niveau des lessons learned, vraiment, je vais rester là parce que je sais que ça va être repris au niveau de Josué. Je dirais que la question, comme j'ai dit tout à l'heure, la prise de décision des femmes le long de la chaîne de valeur, pour moi, c'est très important. Tout le monde le dit. Je pense que c'est une recommandation qui est transversale. Il faut mettre les femmes dans les centres, des points de décision si on veut que les choses changent. Et aussi leur donner accès aux moyens pour pouvoir aller au-delà que de juste produire, récolter, planter, récolter, vendre. Il faut qu'elles puissent transformer. Au niveau des bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je dirais au niveau des finances aussi, on doit trouver des nouvelles méthodologies pour travailler avec cette cible-là. Mais avant, il faut comprendre la cible. Cette cible, il y en a des gens qui sont là depuis 14 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vont partir demain matin et se sauver? Je suis sûre qu'ils ont des points de référence, ils habitent dans des villages, on les connaît. Il y a d'autres façons de les cibler, de travailler avec eux. Donc au niveau des financiers, il faut éduquer les financiers et l'écosystème pour qu'ils puissent travailler avec ces gens-là, même au niveau digital. On doit pouvoir informer des opportunités de marché par des nouveaux réseaux d'affaires et inclure les réfugiés dans ces réseaux-là.
et éventuellement travailler de façon transfrontalière. Et finalement, on en parlait, et Josué va en parler au niveau de la création des entreprises des réfugiés. Donc ça, c'est un autre aspect où est-ce qu'il faut faciliter l'information et l'accompagnement, mais c'est possible. Je vais m'arrêter là. Je suis disponible toute la journée et demain. Et puis, je pourrais vous envoyer plus d'informations sur l'approche systémique de marché si ça vous intéresse. Et aussi, où est-ce que vous pouvez trouver, il y a même des formations qui sont intéressantes, qui permettent de mieux adresser ces questions d'entrepreneuriat avec une approche un peu plus holistique. Merci. Merci Madame Kathleen Félix pour cette présentation. Alors, étant donné que la présentation qui suivra complétera certains aspects, nous pensons qu'il est important de passer directement à celle-là, et puis juste après, un petit compte rendu sera fait. Donc, Josué Alokumkoba, historien national entrepreneur féminin, va intervenir en 15 minutes sur l'intégration économique des réfugiés et déplacés internes. Vous avez la parole. Il ne faut pas changer les règles quand elles sont établies. D'accord. Merci beaucoup pour cette opportunité qui nous est donnée de parler de l'intégration économique des réfugiés et des déplacés internes. Donc, je fais partie de l'équipe projet avec Kathleen. Et nous travaillons dans les régions de l'Est de l'Adamawa pour des réfugiés et des déplacés internes. C'est un projet d'autonomisation des femmes, comme elle a dit. On a un grand pourcentage de femmes avec lesquelles on travaille, mais on a aussi des hommes. Et on travaille essentiellement dans des chaînes de valeur. On travaille dans les chaînes de valeur et notre objectif c'est de pouvoir aider, accompagner les femmes à pouvoir créer de la valeur dans ces chaînes de valeur. Donc, et je vais ici aller un peu présenter ce que nous faisons dans l'approche des systèmes de marché inclusifs. Donc, et l'approche qu'elle a présentée sous-entend, en fait, il y a une hypothèse sur laquelle cette approche, n'est-ce pas, s'appuie. Et il y a deux hypothèses. Et la première hypothèse, c'est qu'on puisse avoir des opportunités sur le marché. Ça, c'est la première hypothèse. Pour que ce système puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des opportunités sur le marché. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que lorsqu'il y a des opportunités sur le marché, il faut que des gens, des personnes aient des compétences et des capacités requises pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, on regarde d'un côté le marché, comment il se présente, et de l'autre côté, comment ceux qui vont aller vers ce marché-là devraient se comporter pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, et ça amène donc à travailler sur deux approches. Il y a l'incitation, donc on fait des interventions d'incitation qui sont des interventions qui consistent à renforcer les capacités de ceux-là qui veulent aller sur les marchés. Donc, on pousse les gens à avoir des compétences pour aller vers un marché. Et de l'autre côté, on fait des interventions d'attraction qui, n'est-ce pas, consistent à augmenter les opportunités sur le marché, n'est-ce pas, pour qu'il y ait des disponibilités, que les opportunités soient disponibles afin que les gens puissent se saisir ces opportunités. Et ça, ce sont des interventions d'attraction. Donc, on cherche aussi à influencer le marché, à créer plus d'opportunités pour que ceux qui ont des compétences puissent vraiment saisir les opportunités qui se présentent dans ce marché-là. Donc,
Je pense depuis hier, on est en train de parler de la situation des réfugiés. Et je pense que le tableau, il a été bien peint, on comprend comment c'est. Et généralement, quand les réfugiés arrivent, il y a la phase de subsistance, la phase de la crise, où il y a une forte dépendance à l'aide humanitaire. Donc les gens dépendent vraiment de l'aide humanitaire. Il faut amener les gens à pouvoir survivre. Et là, les gens deviennent dépendants. Et on remarque aussi que durant cette phase-là, il y a une forte pression sur les ressources naturelles, parce qu'il y a des gens qui arrivent nouvellement dans un contexte. Et parfois, les gens arrivent dans des contextes où ceux-mêmes qui vivent là ont de la peine à vivre. Donc, il faut pouvoir partager le peu qu'on a avec d'autres personnes. Et ça peut créer d'autres conflits, ça peut créer d'autres tensions si ce n'est pas bien géré. Donc, et plus le temps passe, on se rend compte que l'aide humanitaire est en train de baisser. Parce qu'on ne peut pas donner de manière définitive. À un certain moment, on commence à se fatiguer. Et on se rend compte que pendant que l'aide humanitaire est en train de baisser, les besoins socio-économiques augmentent. Parce qu'on est installé dans un environnement, parfois on a fait des enfants, il y a des charges supplémentaires qui s'ajoutent, il faut envoyer des gens à l'école. On ne s'occupe plus de nous sur le plan sanitaire comme c'était le cas. Il faut maintenant répondre aux besoins de santé. Et donc il faut bouger. Et on ne nous soutient plus comme avant. Il faut bouger. Parce que de toute manière, tu dois vivre. Donc, il faut donc répondre à des besoins de plus en plus nombreux, notamment sur la santé, l'éducation, l'alimentation. Et il se trouve donc que l'intégration économique est quelque chose de capital. Il faut pouvoir s'insérer. Et en s'insérant, on contribue au développement, à la croissance économique de la localité dans laquelle on est installé. Mais aussi, en s'intégrant économique, on facilite la cohésion sociale. Parce qu'on est mieux accepté que les autres. Et la petite expérience qu'on a vue à l'est de l'Anadamawa, pour le peu de temps qu'on a passé, on se rend compte que quand les gens s'intègrent de manière économique, ils sont mieux acceptés. Parce que les gens font du commerce, ils deviennent des fournisseurs pour d'autres, ils sont des clients pour d'autres. Et là, ça permet une acceptation. Donc, quoi qu'on en dise, il faut s'intégrer économiquement. Donc, et on se trouve donc, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une compatibilité entre Wadjapo et ce qui est là. Donc, et qu'est-ce que ça requiert pour une intégration économique? Donc, on a un marché à l'est et dans la Damawa qui n'est pas assez mature. Kathleen le disait déjà. Et les grandes villes, par exemple, Douala, Yaoundé, le marché semble mieux structuré. À l'est, le contexte il est encore fragile. Le marché il est immature. Et quand nous parlons de marché ici, on regarde le marché comme le lieu de transaction. On peut dire le marché central, un lieu de transaction, mais il y a aussi le marché de l'emploi. Parce que là, on vient vendre ses services pour recevoir de l'argent. Donc, quand on dit marché ici, on le regarde dans ce sens-là, l'emploi et puis le lieu où se passe la transaction. Donc, sur le marché de l'Est et sur le marché de la Damawa, on a beaucoup d'informalité. Des choses sont encore informelles. Des gens, tu peux faire un contrat avec quelqu'un, tu dis je vais acheter telle chose chez toi, et demain il se retrouve dans une situation, il oublie qu'il avait un contrat avec toi, il passe à autre chose. Donc les gens sont encore dans un système vraiment, ils sont vraiment dans l'informel. Il y a le déficit de connaissances, le déficit sur le marché de l'emploi, et encore accentué par la présence des réfugiés, on le disait déjà. D'abord, il y a un taux de chômage assez élevé dans ce pays. Et quand on reçoit encore des réfugiés à qui il faudra donner des opportunités d'emploi, vous voyez que c'est quelque chose vraiment de difficile. Pourtant, il faut donc qu'on puisse créer des opportunités sur ce marché. Sur le marché de l'emploi, il faut qu'on puisse créer des opportunités. Et dans des activités économiques également. C'est pourquoi il est important qu'on puisse identifier les skills et renforcer dans les compétences et les aptitudes nécessaires pour que les gens puissent saisir les quelques opportunités qui se présentent. Et on va l'accompagner avec les questions de protection sociale, on en a parlé hier, et aussi la prise en charge psychosociale. Parce que quand les gens viennent des zones de crise,
il faudrait remonter, il faudrait un appui psychosocial pour amener les gens à mieux saisir et à mieux s'intégrer. Donc, ici, Jobs for Peace and Resilience, JPR, c'est un programme développé par l'OIT dans des contextes de conflit pour les déplacés comme pour les réfugiés. Et vous allez voir, ce concept s'appuie, n'est-ce pas, sur 4 grands piliers. Il y a la création d'emplois massifs, la massification de la création d'emplois avec des approches IMO, les hautes intensités des main-d'œuvre. Et il y a déjà, Madame le ministre de l'Emploi, de l'Habitat le disait déjà, où le BIT mène au Cameroun des projets sur cette approche-là. Et ce sont des projets aussi qu'on pourrait bien accompagner les communautés au travers de leurs plans communaux de développement à pouvoir employer la main-d'œuvre locale de manière intensive pour faire des travaux. De manière simple, c'est quoi? Ce sont des travaux que des hommes peuvent faire manuellement. Au lieu d'utiliser des machines, on permet à des gens de travailler pour pouvoir avoir de l'argent. Et ça crée de l'emploi. Mais à côté de ça, il y a des formations qu'on donne à ceux-là qui travaillent pour les permettre, n'est-ce pas, de saisir d'autres opportunités. Et on renforce les capacités, on travaille avec les services d'emploi et le support aux entreprises. Ici, il faut pouvoir faire un profilage. Hier, on le disait, quand un réfugié arrive quelque part, il n'est pas sorti de nulle part comme ça. Il vient avec quelque chose qu'il a. Et j'ai beaucoup apprécié la personne qui a parlé hier. Il disait, quand les réfugiés viennent parmi eux, il y a des gens qui viennent avec un héritage. Il ne faudrait pas seulement qu'on voit ce que la personne vient prendre, mais ce que la personne pourrait apporter dans la communauté. Et c'est pourquoi c'est important de faire un profilage, de savoir qui est capable de faire quoi, faire des équivalences et lui donner cette opportunité-là. Et on a travaillé dans une commune à l'est, la commune de Ngoura, pour ceux qui le savent. On a rencontré un réfugié qui participe beaucoup dans les travaux organisés par le FECOM, la construction des plaques solaires, les stations, l'adduction en eau potable. Il est vraiment impliqué et ça amène une acceptation au sein de la communauté. Donc, de telles initiatives permettent une intégration économique et permet, n'est-ce pas, aux réfugiés d'avoir sa place dans la communauté. Et oui, là nous avons parlé de l'entrepreneuriat comme une solution. Si on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, l'entrepreneuriat c'est une solution d'auto-emploi. Au moins là, on peut accompagner des gens pour les amener à pouvoir créer de l'entreprise. Et nous travaillons dans les chaînes de valeur agricoles. J'ai bien voulu prendre cette phrase du docteur Adesina, président de la Banque africaine, qui nous fait comprendre que d'ici 2030, il y aura beaucoup d'argent dans le secteur de l'agribusiness. Et si les gens veulent vraiment faire du business, c'est un bon secteur où les gens peuvent aller chercher de l'argent. Je pense que notre projet s'inscrit dans cette logique-là, dans les chaînes de valeur agricoles. Donc notre rôle, c'est de pouvoir renforcer les capacités des femmes. Ça, c'est une session de formation des femmes pour les amener à pouvoir mettre sur le marché des produits afin de pouvoir, n'est-ce pas, donner une valeur à leur présence au sein de la communauté au travers des activités économiques. Donc, et on travaille avec les entrepreneurs individuellement, comme les coopératives également, parce qu'on a des coopératives dans lesquelles on trouve des réfugiés et des membres de la communauté haute et des déplacés internes aussi. Mais sauf que dans les coopératives qui existent dans les deux régions, il est difficile aujourd'hui de pouvoir trouver dans le conseil d'administration de ces coopératives-là des réfugiés qui font partie. Parce que sur le plan légal, il y a des restrictions encore. Et ça, ce sont des questions de plaidoyer qui doivent être faites pour que, n'est-ce pas, les choses soient libérées et que les gens puissent s'intégrer réellement, économiquement. Donc, l'écosystème qu'il faut pour le développement, l'intégration économique des réfugiés, on a parlé déjà
du programme de l'OIT pour l'emploi et la résilience, qui est quelque chose d'intéressant qu'on peut implémenter dans des zones assez fragiles. Et il y a aussi la recommandation 205 de l'OIT sur l'emploi et le travail décent pour la paix et la résilience. C'est vrai qu'il y a une recommandation qui montre ou alors qui décrit comment on pourrait s'organiser pour créer de l'emploi décent dans des contextes de fragilité, dans des zones où il y a des conflits. Et le programme JPR présenté tout à l'heure rentre également dans la même ligne que cette recommandation. Et il y a un rôle important que les collectivités territoriales décentralisées doivent jouer, les mairies. Et on fait un travail avec les collectivités et dans la salle, on a parmi nous un des maires des collectivités avec lesquelles on travaille, parce qu'on travaille avec 16 communes au total dans la zone du projet. Et on travaille avec ces communes dans la mise en place des forats de développement économique local, qui, n'est-ce pas, le concept est de pouvoir utiliser les ressources locales pour se développer. Et ressources locales ici fait allusion à la richesse naturelle que la zone peut avoir, à la richesse des hommes que la localité peut avoir, et aussi les prestataires de services qui sont implantés dans ces localités. Donc, comment on peut se mobiliser localement pour un développement? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et même pour l'intégration économique des réfugiés, je pense que les personnes les mieux placées pour vraiment accompagner dans l'intégration, ce sont les communes. Parce qu'aujourd'hui, avec la décentralisation qui va, beaucoup de pouvoirs, nombre de pouvoirs sont transférés à ces collectivités-là. Et on doit travailler avec eux. Parce qu'eux, ils vivent au quotidien avec ces déplacés internes, ces réfugiés. Et ils comprennent mieux les défis. Et ils sont mieux placés pour apporter des solutions. Donc c'est pourquoi même dans les politiques que les communes développent en interne, ils doivent pouvoir prendre en compte la présence des réfugiés dans leur sein. Et voir comment, n'est-ce pas, ils peuvent les intégrer et avancer ensemble. Et ça peut être facile dans d'autres localités, pas facile, mais la mise en œuvre peut sembler moins complexe dans d'autres zones parce que les peuples de l'autre côté de la frontière qui sont rentrés au Cameroun sont pratiquement voisins. Quand tu prends par exemple dans la Damawa, tu vas trouver le peuple Baya qui est en RCA et qui se retrouve dans la communauté Baya au Cameroun. La langue facilite l'acceptation déjà de la personne est là, mais c'est pas la même chose partout, parce qu'ils peuvent avoir des peuples différents et c'est pourquoi des approches de développement devraient aussi refléter cela. Donc il y a aussi le rôle des structures d'accompagnement des entreprises. On a la PME, le Centre de formation et création des entreprises, les services coopératifs égides du MINADER et les prestataires de services non financiers. Donc, ce sont des institutions avec lesquelles on devrait travailler pour faciliter l'environnement entrepreneurial dans ces localités. Et présentement, le BIT, en partenariat avec le HCR, est en train de réaliser une étude pour élaborer les procédures ou alors le guide d'enregistrement des entreprises portées par les réfugiés ou alors les entreprises portées par les réfugiés et les Camerounais. Et c'est une étude qui semble vraiment intéressante parce que l'acceptation ou alors la façon d'enregistrer les entreprises dans les deux régions Est et Adamawa, les responsables n'ont pas la même compréhension sur le sujet. Donc les textes sont interprétés de manière différente. Parce que quand je parlais avec le consultant, il me disait que le jour de la réception de l'étude, peut-être il faudrait qu'on ait des juristes pour bien expliquer ce que ça veut dire, parce que les gens n'ont pas la même compréhension. Ailleurs, on comprend, on accepte facilement. Ailleurs, on va te dire non, ça ne se passe pas comme ça, il faudrait. Mais tant qu'on ne trouve pas une bonne formule de faire la chose, il y aura toujours des blocages et l'intégration ne sera pas facile. Donc, il y a les établissements de microfinance, la question de la finance, Catherine a parlé. Et c'est d'abord difficile pour les femmes en milieu rural d'avoir accès à la finance. Et encore plus quand on est réfugié. Parce que tous les banquiers vont te dire que quand il entend réfugié,
La première image, c'est une personne qui voyage. Tu l'appelles aujourd'hui, tu dis je suis ici, demain il est là-bas, après-demain il est là-bas. Et le banquier, il n'aime pas, ce n'est pas un comportement qui le réjouirait d'avoir des gens comme ça. Donc, il y a un travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a fait l'analyse des chaînes de valeur, les microfinances ont pu dire que les femmes remboursent mieux le crédit que les hommes. Même comme elles ont difficilement accès au crédit, mais elles remboursent mieux le crédit que les hommes. Donc ça pourrait être un levier sur lequel on peut s'appuyer pour augmenter, n'est-ce pas, l'accès des femmes à la finance. Donc, et aussi dire qu'il y a présentement un MOU signé entre l'OIT, le HCR et le MINEFOP, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour pouvoir renforcer les compétences des réfugiés et leur permettre d'avoir accès aux opportunités d'emploi. Donc, ils peuvent s'inscrire au FNE et voir comment matcher les profils aux opportunités d'emploi qui se présentent. Pour quelques recommandations, en termes de formation et employabilité, il faudra renforcer les compétences techniques entrepreneuriales des réfugiés pour faciliter et accroître leur intégration en partant de leur vécu. Et il y a aussi, on doit travailler avec les autorités locales parce qu'ils doivent recueillir le secteur pour les réfugiés. Dans leur politique interne, ils doivent prendre en compte les réfugiés et intégrer aussi les réfugiés, les déplacés internes dans les travaux de développement communautaire à travers l'approche IMO. Donc c'est, je pense, l'expérience qu'on a dans la zone du nord-ouest et à Maroua, on peut le dupliquer dans plusieurs communes. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, on peut inclure les réfugiés à l'intérieur pour faire ces travaux. Et on devrait faciliter l'accès des réfugiés pour qu'ils bénéficient des services fournis par les institutions étatiques. Parce que s'ils n'ont pas accès à ces institutions-là, ils ne pourraient pas, n'est-ce pas, s'intégrer économiquement. Donc, je pense que c'est ce que on pouvait partager sur l'intégration économique des réfugiés dans les régions est au Cameroun. Et cette espérance, n'est-ce pas, pourrait être dupliquée aussi dans d'autres contextes. Donc, nous restons disponibles pour les questions. Je vous remercie. Alors, merci M. Koba, merci à l'OIT pour ces deux interventions. Nous allons très rapidement, n'est-ce pas, faire le résumé de ce qui a été présenté ici. Alors, la première présentation de Mme Catherine Félix, qui a commencé par une vidéo, n'est-ce pas, a permis de tracer de manière succincte un des projets phares de l'OIT, qui présente en réalité l'approche des systèmes de marché inclusif, ASMI, l'autonomisation des femmes réfugiées et accès au marché. Alors, trois grands objectifs et un quatrième poursuivi par ce projet. Premièrement, le renforcement des institutions locales et la promotion des mécanismes de développement de l'économie inclusive, la cohésion sociale et le bien-être des communautés. Ensuite, le soutien aux femmes réfugiées et aux communautés hôtes en ce qui concerne la promotion de l'agribusiness et des coopératives. Le troisième portait sur la facilitation de l'accès à la protection sociale et à la prévention du VIH. Et enfin, la génération des connaissances, de bonnes pratiques et des données sur l'impact de ces interventions pour les communautés concernées. Donc, de manière générale, ce qu'on peut comprendre de cette approche, c'est qu'elle est à la fois une approche inclusive et holistique, en ce sens qu'elle ne se focalise pas exclusivement sur, voilà, on dirait, l'acheteur ou les intrants, n'est-ce pas, et les produits, mais prend en considération tout l'écosystème. Ensuite, il a été présenté les différents produits, n'est-ce pas, que ce projet vise à développer, notamment le maïs et le manioc qui ont été identifiés à la suite d'une analyse situationnelle, et les poulets de chair qui est en réalité la sollicitude, ou la sollicitation, n'est-ce pas, des communautés bénéficiaires. Alors, cette approche présente trois grands axes, trois grands acteurs. Le premier renvoie aux acteurs en charge de la régulation et la réglementation. Ensuite,
les acteurs de fonction de support, notamment la formation, l'information, le mentoring, le coaching et ce qui a été qualifié de fameuses finances. Et enfin, la demande et l'offre. Donc, comme nous l'avons relevé, les zones d'intervention sont les régions de la Damawa et de l'Est Cameroun. Les interventions sont essentiellement autour de la négociation des accords entre les acheteurs, les producteurs et toutes les parties prenantes, l'appui de l'acheteur pour améliorer l'accès au marché. Alors, comme leçon apprise, il a été relevé qu'il est important de mettre les femmes dans les points de décision afin qu'elles puissent et aussi leur permettre, n'est-ce pas, d'agir en tant qu'acteurs de transformation, de trouver de nouvelles méthodologies pour travailler avec elles. Donc cela passe par la compréhension de ces dernières, l'information des opportunités de marché et enfin travailler de façon transfrontalière, étant donné, n'est-ce pas, les liens qui lient, vous me permettrez, les différentes communautés, n'est-ce pas, sur le long des frontières. Voilà pour ce qui est de la première présentation. Ensuite, la seconde complémentaire a porté spécifiquement sur l'intégration économique des réfugiés et déplacés internes. Deux hypothèses de départ ont permis, n'est-ce pas, de développer. D'une part, l'hypothèse est qu'il existe des opportunités sur le marché. Et la seconde hypothèse, quand il y a des opportunités, les acteurs doivent avoir des compétences pour saisir les opportunités. C'est donc à la suite de ces deux observations que l'OIT a développé une approche duale, si on peut le dire. D'une part, l'incitation à travers le développement des compétences et d'autre part, l'attraction à travers l'augmentation des opportunités sur le marché. Quelques observations également ont été faites par le présentateur. Premièrement, la forte dépendance à l'aide humanitaire lors de la phase directe d'arrivée des réfugiés. Ensuite, cette situation va générer une pression importante sur les ressources, pouvant donc à la suite également conduire à des tensions intercommunautaires. Donc l'aide humanitaire va baisser, contrairement aux besoins sociaux qui vont augmenter. C'est la raison pour laquelle l'intégration économique est capitale, car elle vise deux objectifs. D'une part, le développement et la croissance économique, et d'autre part, la cohésion, le renforcement de la cohésion sociale. Car en tant que producteurs, des réfugiés seraient mieux acceptés dans leur communauté d'accueil. Aussi, le déficit des connaissances accentué par la situation des réfugiés, un nombre important d'interactions, de transactions informelles. Alors, ces différentes observations ont abouti à la présentation d'un programme intitulé Jobs for Peace and Resilience, donc le travail pour la paix et la résilience, développé dans les zones de conflit, qui s'appuie sur 4 piliers. Le premier, la création d'emplois massifs avec l'approche IMO. Ensuite, le renforcement des capacités pour améliorer l'employabilité. Le profilage, pour ne pas savoir quelles sont les capacités et l'expertise dont seraient porteurs ou porteuses ces réfugiés. Et enfin, la génération d'un emploi productif et décent. Puisqu'il n'est pas possible de recruter tout le monde, le BIT également met un accent important sur l'entrepreneuriat comme solution auto-emploi, notamment en incitant les communautés à s'intéresser à l'agribusiness. Pour continuer, il a été observé qu'il est important de mettre en place, de renforcer un certain type d'écosystème. Et c'est ce qui a poussé, n'est-ce pas, le BT et d'autres partenaires à mettre en place des programmes, notamment JPR, le travail des centres pour la paix, à renforcer le rôle des collectivités territoriales décentralisées, notamment à travers la mise en place des forums économiques locaux qui vont booster la participation des réfugiés. Le rôle des structures d'accompagnement des entreprises également est important.
Alors, une dernière observation avant quelques deux recommandations. Je crois que cela pourra nourrir les échanges. C'est que les femmes remboursent mieux le crédit que les hommes. Et sur la base de ceci, n'est-ce pas, il serait possible de bâtir des mécanismes de mobilisation des ressources en les mettant au-devant de la scène. Donc, comme recommandation, nous avons le renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des réfugiés, partant de leur vécu, et le rôle important que devraient jouer les autorités locales, qui est celui de la régulation du secteur pour les réfugiés. Donc, mesdames et messieurs, voilà en quelques mots le résumé de ce qui a été présenté par Louis. Alors, avec votre permission, nous allons prendre quelques questions avant de passer au prochain présentateur. Oui. Monsieur, ensuite mon père. Et tout. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est le Séni, maire de la commune de Tille, dans la Tanawa, département de Mbiri. Je voudrais féliciter d'abord les deux intervenants et féliciter davantage M. Koba qui a plusieurs fois foulé le sol de Tille et avec qui nous avons beaucoup travaillé sur le forum de développement local. Je voudrais dire que le projet Koika vient pour une période de 4 ans, de 2021 à 2024. Et avec l'OIT, on a déjà reçu beaucoup de formations des femmes, des personnes, des réfugiés. Dans la liste des formations, on prend souvent 65% des femmes et 35% des hommes. Les personnes ont fait la formation sur l'entrepreneuriat. Je voulais dire que dans ma localité, les populations avaient bénéficié des filets sociaux et étaient habituées à des transferts cash. Aujourd'hui, on a formé les gens, mais on attend toujours le financement. Comme vous avez dit que c'est devenu un fantôme. Alors, nous sommes déjà bientôt 2024. Le projet risque de prendre fin. Alors, toutes ces formations que nous avons accumulées et dont nous souffrons du manque de financement, ça va se passer comment? Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Une question qui ressemble davantage à un plaidoyer. Mon père, vous avez la parole. Oui, la question c'est sur le deuxième intervenant, monsieur Koba. J'ai beaucoup apprécié parce que vous êtes très légaliste. Alors vous vous souciez de rentrer dans le cadre légal des pays dans lesquels vous travaillez. Donc au Cameroun, nous avons la loi 2019 sur la décentralisation et vous avez bien parlé, votre souci, travailler avec les mairies. Mais je prends le cas, par exemple, la mairie de la commune de Macaque, que je maîtrise bien. Vous avez 42 chaufferies. Et vous avez des réfugiés centrafricains, tchadiens, dans presque toutes ces chaufferies. Et qui ne savent pas s'il y a une mairie, s'il y a un maire. Alors, je pose donc la question, lorsque vous focalisez sur les maires, c'est-à-dire vous travaillez, vous vous intéressez à travailler en associant uniquement les maires, que faites-vous des chefs traditionnels qui sont beaucoup plus proches de ces réfugiés et qui travaillent avec ces réfugiés et qui encadrent ces réfugiés sur le plan économique? Par exemple, vous avez dans certaines chaufferies, ces réfugiés, ils ont des plantations, ils ont des activités, etc. etc. Donc voilà la question. Merci. Merci.
Bonjour à tout le monde. Je voudrais déjà, à l'entame de mon propos, tirer un coup de chapeau à tous ces exposés dont j'ai pris part depuis hier et qui véritablement touchent du doigt la situation des réfugiés, pas seulement en Afrique centrale, mais au Cameroun en particulier. Je voudrais également dire qu'effectivement cet exposé particulier de ce matin, comme l'a si bien rappelé Madame Kathleen et M. Koba, interpelle effectivement l'aspect social. Et parlant de cet aspect social, au niveau des sectoriels, donc particulièrement ma hiérarchie hier lors de son exposé, vous a fait également comprendre qu'à notre niveau également, nous avons toute une division qui s'occupe du développement urbain et social. Et la question des réfugiés, effectivement, est adressée en termes de logement, parce que lorsqu'ils quittent leur pays, pour la plupart, ils n'ont généralement pas là où être logés. Et cette question a été suffisamment adressée également à notre haute hiérarchie, qui en interne a pensé qu'on pouvait, certes nous ne sommes peut-être pas le ministère de la à compétences professionnelles ou sociales, mais on a la chance d'avoir à la tête de notre ministère un ancien maire qui connaît les réalités de la population auprès de laquelle elle a été suffisamment proche et qui s'évertue au quotidien à mettre un regard particulier sur cet aspect social. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, en termes de récupération et en termes de formation, un accent est mis à notre niveau, au niveau de l'approche IMO. Nous, effectivement, dans les zones à problème sécuritaire, c'est-à-dire qu'à l'extrême nord ou au nord, il y a des projets de voirie pour la plupart du temps, mais également à côté de ça, au volet social, il y a des projets de formation où nous encadrons les jeunes désœuvrés, et dans ces jeunes désœuvrés, nous avons des réfugiés. À la formation, déjà la création des centres d'insertion des jeunes, que nous appelons les CIJ. À ce moment, nous en avons à Tokombéré, à Kaélé, à Kakai, où nous avons tout au long de cette année formé environ près de 380 jeunes. Et nous le faisons pratiquement toutes les années. Et pourquoi nous les faisons? C'est parce que nous voudrons effectivement qu'on renforce les capacités, qu'on leur apprenne à faire quelque chose. Et maintenant, les projets qui sont orientés dans ces zones sécuritaires, que nous puissions utiliser ces main-d'œuvre justement. Et cette main-d'œuvre formée pour des petits métiers ponctuels tels que la fabrication des pavés, la pose des pavés. Également, on était dans l'horticulture il y a quelques années, en fonction des régions, mais particulièrement dans celle-là, et en tenant compte des projets de poirerie. Vous entendrez parler du PDVIR, le projet de ville inclusive et résiliente. Vous allez entendre parler du CD22, projet capital. Ces projets qui sont généralement sous la coupole de la sectorielle MINDU que nous sommes, pour la plupart, lorsqu'ils sont orientés dans ces régions à zone sécuritaire, effectivement, les jeunes qui sont formés dans ces cadres-là, nous essayons justement d'absorber cette main-d'œuvre. Pour dire que nous sommes conscients, effectivement, que le travail reste encore à faire. Nous nous évertuons au quotidien à apporter notre touche. Certes, le problème de logement reste un problème crucial parce que obtenir un logement, effectivement, demande un appui, même si à un moment donné l'État subventionne, l'État ne peut pas tout subventionner. Je me réjouis également de savoir que les femmes devraient être véritablement celles qui portent un certain nombre de projets. Malheureusement, comme vous l'avez dit, les moyens qui sont appropriés pour elles ne permettent pas toujours qu'elles soient davantage, ou qu'on les fasse davantage confiance. C'est l'une des raisons pour lesquelles ma question justement voudrait chuter à ce niveau. Conscient de cette situation, c'est vrai qu'elles font parfois des réunions, j'imagine, parce que les femmes doivent trouver des façons de faire une épargne. Je voudrais savoir, conscient de cette situation pour laquelle beaucoup de banques ne leur font pas confiance, en termes de stratégie, comment est-ce que vous pensez vous mobiliser pour que, à terme, à moyen ou à long terme, qu'elles puissent quand même bénéficier des ressources un peu plus consistantes et qu'elles, pas seulement bénéficier, mais qu'elles puissent le gérer? Parce que la réalité, comme l'a si bien dit M. Baird au début, c'est que la personne qui reçoit parfois les formations, ce n'est pas celle qui gère l'argent qu'on lui donne.
Donc peut-être qu'il faudrait à la base revoir la sensibilisation, je ne sais pas, mais trouver des moyens pour que même si la banque devrait leur donner ces moyens, que ce soit elles qui soient plus ou moins celles qui vont gérer. Comment est-ce que, de façon stratégique, en moyen ou à long terme, vous projetez cette responsabilisation des femmes? Parce que la responsabilité en elle-même, moi je pense, devrait être d'abord cette responsabilité financière qui, une fois qu'on est le bien fondé, devrait davantage amener ces femmes à être un peu plus autonomes. Donc de façon pratique, je ne sais pas si vous avez réfléchi, si vous avez des stratégies, mais ma question, je voudrais la rebondir un peu à ce niveau. Parce que comment capaciter ces femmes pour qu'en même temps, elles puissent elles-mêmes gérer les crédits pour lesquels elles voudraient elles-mêmes être des porteuses d'entreprise? Merci. Merci madame pour cette question. Nous allons passer directement la parole à l'OIT. C'est toujours premier set de questions. Je vais répondre un peu à la finance. Effectivement, il y a un souci d'accompagnement aussi de celles qui seraient bénéficiaires. On ne peut pas juste dire on va trouver de l'argent à leur donner. On a combien de fonds de garantie qui ont fondu au soleil parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement, ils n'étaient pas liés au marché, ils n'avaient pas de contrat. Donc il y a un long checklist qu'on a fait en parlant aux banquiers. Mais je me rends compte que même si on fait ce checklist-là, ils n'ont pas l'impression que le risque perçu est diminué. Et ils veulent vraiment transférer le risque sur le projet. Et s'ils transfèrent le risque sur le projet, ça veut dire que ça va être une fois ils vont faire le prêt, et même si c'est repayé, ils ne vont pas refaire le prêt encore. Il faut bâtir. Donc on est en train de faire une intervention au niveau de la banque, des banques, pour d'abord qu'elles comprennent la cible, la réalité du secteur dans lequel on travaille, et la réalité où est-ce que la cible est. Donc c'est une approche qui est un peu plus à long terme. On a aussi des banquiers qui nous disent que si les femmes épargnent chez eux et que leur agent de crédit connaissent, ils vont peut-être pas donner tout le crédit demandé, mais ils vont commencer tranquillement et ils vont évoluer. Donc on va suivre ça aussi. Et la troisième chose que je dois dire, et je pense que j'en ai une collègue de la finance islamique, de la Banque islamique de développement qui est avec nous, qui va présenter cet après-midi. Ça aussi, c'est un autre problème, parce que 50% des femmes qui sont nos bénéficiaires sont des femmes musulmanes qui veulent de la finance islamique. Et la finance islamique, comme elle est présentée dans la zone, c'est pas de la vraie finance islamique. Du coup, elles vont pas à la banque. Elles sont pas intéressées. Donc, c'est pas juste que les banquiers sont fantômes, mais il y a aussi un ghosting de l'autre côté. Donc c'est ça. Mais effectivement, il faut absolument qu'il y ait des méthodes d'accompagnement. C'est comme ça que la microfinance fonctionne. Mais il y a aussi de la relation entre le banquier et les sites que les agents connaissent et suivent l'activité économique vraiment. Et ça, je pense qu'il faut... Les garanties, ça ne sert à rien. Personnellement, je pense que les garanties ne servent à rien. Elles ne font que on enlève le risque sur la banque, quoi. Mais ils ne suivent pas. Donc, il faut vraiment avoir des modèles où est-ce que, soit on fait... On a un test qu'on fait présentement où est-ce qu'on va donner à une vingtaine d'entreprises qui ont gagné une compétition de plan d'affaires, où est-ce qu'elles vont avoir un prêt, mais on met en garantie en termes d'épargne forcée. C'est à eux, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher avant qu'ils ont fait le cycle de prêt. Donc, en espérant qu'ils finissent ce cycle de prêt, et là maintenant, ils puissent prendre cet argent-là, et puis qu'ils puissent faire d'autres... Donc, on pourra en parler plus si vous voulez, mais ça c'est vraiment pour la finance. Il y a beaucoup d'aspects. On pourra en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que de toute façon, c'est transversal. Dès que vous devez avoir de l'accès à la finance, les problèmes sont les mêmes que c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Peut-être à la suite de Kathleen pour sortir de la question de la finance, pour les questions de capacitation. Il faut dire que le BIT a un programme d'éducation financière. Si vous sortez là, vous allez voir les manuels où on a formé des formateurs. Et ces formateurs, n'est-ce pas, renforcent les compétences des femmes et des hommes dans la gestion de l'argent. Et ce qui est fait quand les gens prennent des formations en entrepreneuriat, ils démarrent des activités, ils prennent la formation en éducation financière.
Et cette formation permet aux gens d'avoir des compétences, des attitudes vis-à-vis de comment ils gèrent leur argent au quotidien. Oui. Et aussi pour l'accès à la finance. Vraiment, l'accès à la finance, c'est le caillou dans nos chaussures. C'est un problème vraiment équilibré. Parce qu'on a une approche de développement. Monsieur le maire a parlé des questions des filets sociaux ici. Nous sommes purement dans une logique de développement. Donc, c'est le prêt bancaire, c'est-à-dire qu'il faut développer l'entreprise. Mais on travaille avec les microfinances pour faire un travail, pour montrer qu'en formant, on dérisque un bon pourcentage d'entrepreneurs qui peuvent avoir accès à la finance. Et sauf que l'accès à cette finance, des microfinances ont aussi leur part de conditions. Mais une politique en interne dans le projet que nous avons jugé important de faire, c'est pour des montants de 200, 300 000 que les femmes ont besoin pour lancer leur affaire. C'est de se mettre ensemble au travers des GVEC, des groupes villageois d'épargne et de crédit, qui sont des groupes de 25 femmes qui leur permettent de faire une épargne collective et de faire des prêts. Au moins pour des questions de 100 000, 200 000, elles peuvent résoudre ça entre elles. Et celles qui voudraient passer à l'échelle, elles peuvent donc s'engager avec les microfinances. Donc voilà un peu pour apporter quelques questions. Bon, pour mon père, pour la question qu'il a posée concernant le travail au niveau des communautés. Bon, monsieur le maire est là. Lorsqu'on fait ce travail avec les communes, le forum réunit tous les acteurs au développement. À l'intérieur, on a l'administration territoriale qui est représentée par les chefferies traditionnelles. On a les autorités religieuses qui participent, parce qu'on estime qu'eux aussi participent au développement économique. On a les sectoriels de l'État dans la localité qui sont là. On a les représentants des réfugiés, des associations des femmes, des coopératives, les prestataires de services aux entreprises qui sont là. Donc c'est un cadre d'échange, c'est assez, ça prend plusieurs secteurs. Et je pense qu'avec ça, on peut apporter une réponse qui reflète vraiment l'idée de ce qu'on veut. C'est ce que je peux apporter comme élément de réponse. Merci. Merci. Alors, si c'est bon avec les questions-réponses, nous allons passer à la prochaine présentation. Étant donné que nous sommes sérieusement poursuivis par le temps, donc je vais inviter Dr Florence Pala, coordinatrice régionale du projet RIOFAT, qui interviendra en 15 minutes sur migration saisonnière, cas de la transhumance saisonnière. Madame le docteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le temps qu'on ait la présentation et pour tenir compte, effectivement. Donc, ici, je vais aborder effectivement toujours cette thématique sur les migrations. Et je vais, si vous voulez, écologiser le débat. Et je suis vraiment d'abord contente que le G100, les branches migrants et réfugiés, voilà, ait pu se tenir, parce que le sujet que je vais aborder, qui est la transhumance transfrontalière, rejoint déjà les débats qu'on a eus, en particulier quand le représentant du HCRA a vraiment planté le décor. Et donc, vous allez voir qu'au niveau du vocabulaire, bien qu'on parle de la transhumance, on est vraiment sur la migration, puisque c'est une mobilité dans l'espace, dans le temps. Ce sont des itinéraires et ce sont des groupes donc d'éleveurs avec leurs troupeaux, mais aussi en particulier, ce sont des familles qui se déplacent. Alors, je souhaite qu'on passe un peu de temps sur cette carte. Vous avez suivi au cours des présentations que les uns et les autres, même si ce sont des organisations internationales, vous ont bien fait part du fait qu'on n'a pas souvent les données
pour prendre des décisions. Et ici, j'interviens parce que nous sommes un appui institutionnel au niveau de la sous-région pour fournir de la donnée, pour améliorer les décisions et les politiques. Et ici, tout ce que vous voyez comme flèches de différentes couleurs, ce sont justement les parcours des transhumants. Donc on est vraiment sur une migration, parce que même si on est au Cameroun et qu'on parle souvent de migration interne, maintenant le phénomène, à cause du changement climatique, sans entrer dans le concept même de ça, fait en sorte qu'on part du Nigeria, Cameroun, et on arrive même au niveau, après la RDC, au niveau du Soudan et du Soudan du Sud. Alors quand on est au Cameroun, et même dans nos régions voisines, et qu'on parle de la transhumance, la tendance est de dire que les troupeaux envahissent des espaces qui sont déjà utilisés par d'autres, on va dire d'autres secteurs en particulier. On a non seulement d'autres éleveurs, mais surtout les agriculteurs. Et donc, il y a aussi les conflits. Donc, on est toujours avec ce vocabulaire de conflits, de déplacements, de conflits d'utilisation des sols. Et il faut donc trouver la solution, puisque vous savez que cette transhumance est culturelle. On a beaucoup parlé s'il fallait tenir compte des aspects anthropologiques. Mais la transhumance, c'est le cheptel, et c'est quand nous tous on demande à s'alimenter, eh bien ça provient quand même de tout ce cheptel, et il faut donc le contenir. Donc j'insiste là-dessus parce que depuis 2 ans, c'est un sujet qui a été porté, et 2 ans, une des solutions, au-delà de celle économique qui va nous intéresser, était de réduire le cheptel. Donc en fait, il y avait un conflit entre les autres sectoriels, en particulier le domaine de la conservation, et puis donc ces migrants, ces transhumants qui en fait se déplacent que parce que ils sont soumis à des contraintes, on va dire, environnementales, en particulier le pâturage et l'eau. Donc je pense aussi que ça rejoint tout ce que j'ai entendu et qu'on a entendu tout à l'heure, parce que la notion de réfugiés ou de migrants est souvent aussi dirigée par ces aspects du climat dont on ne parle pas beaucoup, et qui de plus en plus, surtout dans nos régions, va devenir drastique, puisque l'eau ou le pâturage qui semble élémentaire commence à manquer, et évidemment la tendance est que ce soit des réfugiés classiques ou ces transhumants, ils vont aller dans des zones qui ne sont pas les leurs. Donc juste pour vous dire que nous sommes dans une situation au niveau régional. Donc comme je vous l'ai dit, on part du par le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, et les menaces sont toujours les mêmes. Il y a tout ce que vous voyez, les points rouges, ce sont des menaces sécuritaires. Donc on sait aussi que toute cette transhumance, cette migration est confrontée à ces défis sécuritaires, et il y a toute cette pression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les éleveurs et les autres agriculteurs, avec une dégradation de la biodiversité. Donc la tendance, quand on parle de c'est pour ça que j'ai dit je vais écologiser le débat, c'est que ça devient aussi une thématique dans l'agenda. Donc la notion de réfugiés, je n'ai pas beaucoup entendu parler, on parle souvent de réfugiés climatiques, ça va devenir dans nos régions quelque chose d'important dont il faut tenir compte. Donc j'entends qu'il y a des solutions économiques, j'entends qu'effectivement même ces solutions économiques ne sont pas durables, mais il faudra savoir que dans quelques années, la notion de climat va devenir un facteur plus important finalement que la notion de finance, puisqu'en fait, il faut que les gens survivent. Ils sont résilients, mais à un moment donné, toutes ces familles se trouvent vraiment dans un stress à cause de leur milieu environnemental. Donc la suite, c'est pareil, c'est juste pour vous dire qu'on a les mêmes problématiques, quel que soit qu'on parte du Cameroun jusque, comme je vous ai dit, au bout. Donc on a toujours cette pression des groupes armés. Donc vous voyez, on a quand même ces conflits dont il faut tenir compte. Et enfin, ce bloc. La suite. Donc la question, en fait, ici, que je peux vous poser aussi, c'est que finalement, est-ce que ces migrations saisonnières, c'est vraiment une adaptation? Donc tout comme quand on parle des réfugiés, est-ce que c'est de la résilience? Ou alors on peut déjà commencer à parler de crise? Donc, pourquoi je pose finalement cette question? C'est parce que dans ces migrations saisonnières, il y a quand même 5 aspects dont il faut tenir compte. Donc, l'aspect social, parce que la composition des familles, ce sont donc, on en parle beaucoup depuis ce matin, les femmes, les jeunes et les hommes, mais j'insiste sur les femmes.
parce que les femmes, ce sont elles qui donc accompagnent la famille et vont s'occuper de tout ce qui va être voilà, l'alimentation, s'occuper des enfants, mais aussi elles soignent, elles prennent soin des animaux. Donc elles ont une place importante finalement dans tous ces déplacements, en plus de ce que vous avez entendu ce matin, où elles doivent s'occuper vraiment soit d'elles-mêmes, ou soit du quotidien de ceux qui les entourent. L'aspect environnemental, je ne m'attarde pas, donc c'est ce que je vous ai dit, et gardez en mémoire qu'aujourd'hui, je vous parle de ça, mais dans 5-10 ans, vous allez voir que même ces transhumants de cette migration risquent de devenir impossibles parce que finalement l'accès aux ressources devient problématique. L'aspect économique, à la suite je vais insister là-dessus, tourne pour cette transhumance autour du cheptel et du revenu, et je vais juste faire une petite démonstration pour montrer que autant les projets qu'on apporte pour les réfugiés, pour ces transhumants, il faudrait aussi mettre un accent particulier, puisqu'en fait, quand on parle de chaîne de valeur, la valeur pour laquelle eux, ils doivent vraiment se battre, c'est autour vraiment de ce cheptel, qui est important pour eux, en termes de revenus, mais aussi, comme on parle de marché, même quand on est au niveau transfrontalier, ben, il faut savoir si vous pouvez avoir accès à des marchés, et quels sont ceux qui peuvent effectivement acheter le bétail. L'aspect sécuritaire, donc c'est vraiment dans la région quelque chose de problématique pour cette migration. Par exemple, les gens du Soudan, quand ils ont leur conflit, ils se retrouvent soit chez nous, soit au Nigeria, et voilà, on va parler maintenant de population sédentarisée. Ils ne vont pas pouvoir repartir facilement dans leur pays, donc vraiment ça contraint les pays d'accueil, s'il faut dire ça comme ça, parce que on a d'autres populations, mais c'est pas vraiment un accueil juste pour pouvoir avoir une immersion dans d'autres familles, mais c'est surtout que ces autres populations viennent avec un cheptel, donc on a l'humain, on a ces animaux, et ensuite on aura ce problème d'accès à la ressource, d'autres utilisations des sols. Donc vraiment c'est la grande complexité. Et enfin les aspects sanitaires. Alors il faut savoir qu'effectivement les animaux, on a beaucoup parlé du Covid, mais les zoonoses, donc tout ce qui sont les maladies infectieuses par les animaux, ça devient aussi quelque chose qui au niveau du Cameroun, mais surtout aussi ils partent d'un point à un autre, et donc il y a effectivement cette contamination potentielle. Alors on parlait de solutions pour une intégration économique réussie des migrants saisonniers. Donc pour l'aspect économique, il faut savoir que pour vraiment avoir une emprise sur cette population, il faudrait essayer de réduire la mobilité de ces migrants. Et au Cameroun, ici sur cette carte, vous voyez que pour que ça se passe et qu'on parle vraiment d'une intégration économique, il faut développer ou mettre en place des infrastructures, c'est important. Donc, que ce soit les points d'eau, que ce soit les parcs vaccinogènes, que ce soit tout ce qui est aussi parc à bétail, ou alors des endroits où on peut sédentariser ces populations. Et ensuite, il y a tous les aspects sociaux. J'ai entendu parler aussi de tout ce qui était législation, mais justement, comment anticiper les conflits et en fonction des langues, comment expliquer aux uns aux autres le vivre ensemble et que finalement, ils ne sont pas en conflit, mais que s'ils se parlaient, que chacun pouvait avoir son espace pour faire ses activités, on parlerait moins de conflits. Et enfin, donc tout ce qui est tout ce dont on parle en termes d'économie autour de cette migration saisonnière, c'est vraiment les accompagner pour les produits d'élevage, parce qu'on parle de marché, mais c'est aussi une demande, parce que même s'ils se trouvent dans des zones inaccessibles, c'est quand même aussi des demandes qui viennent de la ville, des zones urbaines. Donc j'ai entendu, on parlait des communes, et au Cameroun, toutes les communes maintenant sont concernées par cette migration saisonnière via la transhumance transfrontalière. Alors les femmes, évidemment, nous sommes toujours au cœur de tous les problèmes, je vais dire. Et donc il faut améliorer leurs conditions d'existence, mais comment? Et le représentant du HCR l'a dit, parce que même si vous vous focalisez sur cette population, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de scolarisation, et il y a effectivement, et vous voyez sur cette photo, c'est toujours les mêmes qui ont toute la charge du travail. Donc si elles sont là, et que là, elles doivent aller à l'école, ou elle doit être dans vos projets
vous voyez qu'il y a un compromis à chaque fois à voir, et puis de toutes les façons, à la fin, les femmes vont toujours être celles qui vont prendre le plus sur elles. Alors, pour compléter les recommandations qui vont être à la fin, je pense que l'acquisition des données est importante parce que pour la transhumance transfrontalière, il y a beaucoup d'imaginaire. Et donc, quand il y a beaucoup d'imaginaire, les décisions qu'on prend ne sont pas durables. Et donc, on rentre vraiment toujours dans des frustrations, voilà, il faut beaucoup de médiation. Alors que vous voyez que, par exemple, au Cameroun, sur la base de statistiques, donc quand même récentes, on peut déjà voir si on veut développer des activités génératrices de revenus, finalement, quelles sont les activités sur lesquelles on doit mettre l'accent? Parce que j'ai entendu beaucoup parler de transformation. C'est clair que si les gens ne sont pas dans ce processus de transformation, c'est parce qu'à la base, il faut déjà savoir quelles sont les activités qui sont les plus porteurs ou sur lesquelles les populations vont aller. Donc voilà, sur la base de statistiques, on voit déjà agriculture, élevage, et vous voyez que même les autres activités, le pourcentage est réduit. Donc les données, ça peut faciliter aussi de prendre la décision. Et je suis en train juste de parler de cette population de transhumantes pour cette migration transfrontalière, hein, puisque toutes les présentations qui ont été faites avant, et je suppose celles d'après, se focalisent sur les réfugiés, on va dire, et l'économie dont vous parlez sont vraiment des économies à travers des projets. J'entends parler de finances. Là, on est en train de parler de populations qui, au quotidien, de toutes les façons, au quotidien, fatalement, doivent se déplacer. Et donc, il faut vraiment les intégrer économiquement, il faut les intégrer avec des choses qui sont proches d'elles. Donc, puisqu'elles sont à la recherche, par exemple, du pâturage, il faut peut-être les mettre dans de la restauration de leur milieu, peut-être les mettre plus dans l'agriculture pour les plantes fourragères. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ces deux types d'activités par rapport à un type de population. Je ne parle pas de réfugiés ou de migrants en général. Et enfin, le développement des filières, des chaînes de valeur, voilà, tout ça aussi, quand on parle de transformation, il ne faut pas oublier qu'il y a le problème d'énergie. Et donc, je pense aussi que souvent, on veut des activités, de la transformation, mais on oublie qu'il y a quand même ces aspects de l'énergie, qui sans énergie, de toute façon, on ne peut pas avoir un développement durable. Et la collaboration avec le secteur privé, c'est le cas de toutes les façons dans toute la zone du nord au Cameroun, avec l'apport de Sodécoton, en particulier pour ces populations migrantes à travers la transhumance. Donc, 3 recommandations. J'ai voulu mettre un accent sur la condition de mobilité des femmes au cours de la transhumance et leur autonomisation. Prendre quand même un accent aussi sur les jeunes, et en particulier aussi sur les filles, pour l'éducation. Je pense que c'est important, cette éducation, au lieu qu'on entend tout le temps que voilà, tout ce groupe n'est pas scolarisé. Donc mettre un accent, peut-être faire, j'entends beaucoup, il y a une dame du FECOM qui va intervenir, les classes vertes ou voilà, des concepts qui paraissent vraiment proches de la réalité, sans vraiment toujours avoir des concepts novateurs, mais je pense que ça peut être quelque chose. Et enfin, optimiser la baisse de la mobilité familiale, parce que quand toute une famille ou des familles se déplacent, c'est une charge ailleurs, alors que si on arrive à les sédentariser, avec donc tout autour, comme vous avez vu, les infrastructures qu'il faut, même si la femme finalement ne fait pas l'activité économique que les uns et les autres veulent promouvoir, on est sûr qu'elle a toutes les conditions pour pouvoir rester sur place et vraiment être épanouie pour elle et pour sa famille. Donc voilà ce que je voulais partager comme expérience avec vous sur un type de migration saisonnière dont tout le monde, de toute façon nous sommes tous affectés, puisque le produit de cette migration, c'est ce qui arrive dans nos plats. Merci. Merci Madame le Docteur Pala pour cette intervention sur la migration saisonnière, cadre de la transhumance, qui a mis un accent sur l'envie d'écologiser le débat migratoire. Alors très rapidement, le but de l'organisation RIOFAC est de fournir les données, n'est-ce pas, pour améliorer la prise de décision.
étant entendu que le changement climatique impacte sur les flux migratoires. Une autre observation, c'est que les conflits générés par l'utilisation du sol, en fait l'utilisation du sol, n'est-ce pas, qui fait suite au changement climatique entraîne des conflits. Voilà. Notamment avec un exemple illustratif qui est celui du cheptel qui déborde, n'est-ce pas, et détruit les cultures. Ensuite, comme problématique dégagée, c'est de la dérégulation de la transhumance. Un certain nombre de groupes armés également entraînent, n'est-ce pas, des défis sécuritaires. Et donc la migration saisonnière définitivement présente 5 aspects. Le premier, social. Ensuite, environnemental. On voit ici le climat, l'adaptation et la résilience, le nexus. Économique, les questions de cheptel et de revenus. Aussi, un aspect sécuritaire important avec la présence des conflits armés dans les zones concernées et les conflits agro-silvopastoraux. Et enfin, l'aspect sécuritaire, notamment avec les maladies infectieuses sectorielles et zoonotiques. Alors, comme solution pour une intégration réussie, il faut dire que l'aspect qui a été retenu de manière plus spécifique est celui économique. Donc, nous avons la réduction de la mobilité, la transhumance à travers le développement des infrastructures, qui viserait à sécuriser le bétail, à sédentariser les populations. Ensuite, l'anticipation des conflits, le développement des produits d'élevage, la prise en compte du rôle des femmes dans la migration saisonnière, à travers l'amélioration des conditions d'existence, à travers les AGN, l'acquisition des données et le suivi de la dynamique migratoire saisonnière transfrontalière, les infrastructures énergétiques et la collaboration avec le privé. 3 recommandations majeures. C'est d'une part, ou sur le premier point, l'amélioration des conditions de mobilité au cours de la transhumance, l'autonomisation de la femme, l'accès des filles à l'éducation et enfin l'optimisation de la baisse de la mobilité familiale à travers le développement des activités de maraîchage et des AGN. Donc voilà très rapidement ce qui a été présenté. Nous prendrons quelques questions en prenant en considération le fait que nous sommes sérieusement poursuivis par le temps. Il nous reste à peu près 15 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question, mais je la prends bien. Ok. Peut-être c'est la meilleure approche. Des questions en off. Alors, du coup, nous passons à la prochaine présentation. Je vois M. Dieudonné Omba, coordonnateur du programme Banque allemande de développement, qui va intervenir sur l'accompagnement technique et financier des réfugiés dans le développement de leurs activités génération de revenus. Alors, s'il n'est pas là, Mme Suzanne Gagne va intervenir donc sur le programme économique et social des villes exposées à des facteurs d'instabilité. Oui, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais bâtir sur tout ce qui a déjà été dit, juste pour présenter un peu comment est-ce que le FECOM, avec des financements obtenus à travers la Banque allemande de développement, justement la KfW, a travaillé dans les régions de la Damawa, l'Est, l'extrême nord, et le centre et le sud, non. La Damawa, l'extrême nord, le nord, l'est, voilà, donc, et l'extrême nord. Et puis, donc, nous avons également ensuite, dans ce que nous appelons la phase 2 du programme, travaillé dans les régions de l'ouest et du littoral. Le premier programme donc, a bénéficié de ressources de l'Union européenne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous voyez, nous sommes à Mozogo, à Mogodé, à Kaikai, et puis dans le nord, Bacheo, Madingring et Touboro. Dans la Damawa, nous avons 3 communes, donc Ngawi, Djoron et Neganga. Et puis dans l'est, nous sommes essentiellement donc, sur les donc des communes qui ont accueilli des personnes déplacées. Dans le deuxième, dans la
base. Nous sommes, donc je le disais, entre donc, les régions du nord-ouest et du sud-ouest et puis les autres. Donc nous sommes dans les communes limitrophes à Bangourin, Galim, Babadjou, Konzem, dans la région de l'ouest. Et puis là, dans la région du littoral. Donc ce programme-là avait donc pour objectif global donc, de renforcer la stabilité régionale avec une meilleure gestion des migrations au Cameroun et pour objectif spécifique de renforcer la capacité des villes à accueillir de nouveaux arrivants. Donc vous vous en doutez, donc quand ces gens arrivent, la commune est tout de suite sollicitée, où est-ce qu'ils vont dormir, qu'est-ce qu'ils vont manger, ainsi de suite. Ça c'est la phase humanitaire dont on a déjà parlé. Mais après cela, comment gérer des salles de classe à 250 élèves, comment gérer l'ensemble, donc les communes sont donc interpellées. Donc le programme a été bâti pour essayer de répondre à ces questions-là et je suis assez contente que l'on arrive aux mêmes conclusions que celles qui ont déjà été présentées. Nous avons pensé qu'il fallait dans un premier temps travailler avec les communes pour rebâtir des infrastructures publiques. Ça manque, l'approvisionnement en eau, les salles de classe, ainsi de suite. Et dans un deuxième temps, créer des emplois et des opportunités d'entrepreneuriat local. Cela accompagné de formations techniques et professionnelles et ensuite renforcer la capacité des villes elles-mêmes, des communes elles-mêmes et bien sûr celle de l'organisme qui met en œuvre. Donc en termes de résultats, je vais très vite. Donc vous voyez, ça a permis de construire des salles de classe et quand on pense, donc c'était les communes qui identifiaient donc avec les populations les besoins, on peut voir l'orientation des besoins qui ont été identifiés. Il s'agissait essentiellement de construire des infrastructures, des équipements pour répondre à une nouvelle demande. Donc j'ai parlé de salles de classe à 200 élèves qu'on trouvait dans ces localités-là avec l'arrivée des réfugiés. La question de l'assainissement est une vraie question pour quand les gens n'ont pas de logement. Il y a beaucoup de chances de vivre dans sa propre saleté. Donc, vous voyez donc l'orientation des communes a été également la construction des latrines. Ensuite, les aspects économiques qui ont été soulevés, les magasins de stockage, les hangars de marché. Donc, on voit très bien vous voyez bien la cohérence entre ce qui a été présenté tantôt de façon, je peux dire, théorique et les résultats que nous obtenons. Donc, on voit le besoin sur les équipements publics, le besoin sur les activités économiques et puis maintenant les besoins par rapport aux activités des populations. Sur la composante relative à la création d'emplois, nous avons effectivement travaillé par approche à haute intensité de main-d'œuvre et un accent a été mis sur l'utilisation des femmes d'une part et l'utilisation des personnes réfugiées d'autre part. Donc ça permet qu'on fasse une mixité sociale dans l'utilisation des personnes pour éviter les conflits sociaux liés au désœuvrement des populations qui arrivent. Donc voilà un peu les résultats qu'on a obtenus. Donc c'est sur les approches à haute intensité de main-d'œuvre, mais là, comme vous l'avez compris, c'est sur les ouvrages qui ont été construits. Donc c'est essentiellement du béton et tout ça. Et parallèlement, un accompagnement est fait pour d'autres types d'activités, donc pour la création d'emplois par les personnes elles-mêmes. Donc c'est essentiellement des producteurs qui sont regroupés soit en GIC, soit en société coopérative. Donc on a ainsi obtenu des personnes qui peuvent maintenant désormais être relativement autonomes. Pour ce faire, l'accompagnement a également porté sur la formation technique et professionnelle, je l'ai dit. Donc des métiers comme la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité, la plomberie. Donc des métiers qui permettaient aux populations qui sont arrivées, qui peut-être dans leur localité d'origine avaient d'autres métiers, mais qui leur permettaient de s'intégrer en faisant à peu près la même chose que les gens qui les accueillaient. Donc on a obtenu les résultats que vous pouvez voir avec les pourcentages qui peuvent être également
Donc pour les communes, nous avons profité donc de ce programme pour les accompagner à une meilleure gestion globalement de la commune, à appréhender cette nouvelle question qui est l'arrivée des personnes et à intégrer cela dans leur planification et dans leur gestion au quotidien. Donc les formations ont porté sur le montage de projets, sur la gestion comptable, sur la gestion financière et également sur la gestion des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçons apprises? Pour moi, le partenariat est une réponse adéquate aux crises qui entraînent le déplacement des populations. Donc, parce que, on l'a vu, il y a une forte pression sur les ressources. C'est les ressources en infrastructure, mais on l'a entendu tout de suite, c'est aussi les ressources naturelles. Donc les pâturages sont partagés, le bois pour faire à manger c'est partagé, et donc le partenariat est une réponse adéquate. Pour nous, il est indispensable de prendre en compte les populations hôtes qui accueillent, parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas forcément riches. Donc, mais elles font preuve de générosité en accueillant les autres. Quelqu'un l'a dit quelquefois parce que ce sont les mêmes familles qui sont d'un côté et de l'autre, mais quelquefois aussi c'est juste parce que c'est des humains et qui accueillent leurs frères. Donc il faut les prendre en compte pour ne pas créer de nouveaux conflits. Il est important pour nous d'impliquer la commune. Ça permet de pérenniser les actions parce qu'après, quand on renforce la commune, elle est capable après de gérer l'arrivée de nouveaux arrivants. Nous avons pu le constater déjà avec les résultats que je vous ai présentés tantôt. Les communes font déjà de la duplication de cette façon de travailler. Donc, sur leurs propres ressources, elles réussissent à mettre en œuvre des projets avec des approches à haute intensité de main-d'œuvre en intégrant les populations, quelles que soient leurs origines, et en les accompagnant pour que ces populations puissent créer des activités génératrices de revenus et s'intégrer à l'activité économique globale de la population du site. Donc, nous pensons également que la formation technique et professionnelle, avec l'accompagnement à la création d'activités génératrices de revenus, sont des leviers pertinents d'insertion économique et sociale des nouveaux arrivants. Donc, j'ai essayé d'être rapide pour tenir compte du temps qui nous restait. Merci beaucoup de votre attention. Merci Madame le directeur des projets et programmes du FECOM. Alors très rapidement, nous allons passer en revue. Il faut dire que la présentation de la dame a porté sur les projets et programmes, notamment le PRODES 1 et 2, qui poursuivait l'objectif général de renforcer la stabilité régionale et une meilleure gestion migratoire au Cameroun, et de manière plus spécifique, renforcer la capacité des villes secondaires à gérer ces flux migratoires. Dans le projet vise 5 composantes. D'une part, le développement des infrastructures publiques et des mesures d'urgence, la création d'emplois et d'opportunités, le renforcement des capacités des villes, la formation technique et professionnelle. Aussi, il a été présenté les résultats obtenus. De manière générale, nous pouvons citer la construction de salles de classe latines. Pour le deuxième résultat, les emplois créés, l'accompagnement entrepreneurial. Ensuite, pour le troisième résultat, la formation technique et professionnelle, notamment plusieurs ouvriers accompagnés et formés. La gestion comptable, en ce qui concerne l'appui, n'est-ce pas, des communes, la gestion comptable, en tout cas, les communes sont capacitées sur la gestion comptable et justification des fonds, ainsi que la passation des marchés, entre autres. Comme leçon apprise, nous allons retenir 2 majeurs. Le partenariat est une réponse adéquate à ce qui entraîne le déplacement des populations. Et il est important de prendre en compte les communautés hautes pour, n'est-ce pas, limiter le risque de conflits intercommunautaires. Chers participants, voilà, sur cette note, nous sommes arrivés au terme de des 4 présentations, des 5 présentations. Je ne sais pas si le 6e est revenu dans la salle. Si ce n'est pas le cas, nous allons passer à la phase des questions-réponses.
qui va, n'est-ce pas, précéder celle de la clôture de ce panel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. D'abord pour Madame le docteur qui a présenté la transhumance saisonnière. Tout d'abord, j'ai apprécié la finesse de son appréciation sur ce type de migration, parce que c'est très important. Ce sont des migrants, on les voit un peu partout, surtout ceux qui sont dans les cheptels, qui se déplacent avec les animaux, ils sont un peu partout. Alors, la question, c'est de savoir, c'est de quelle compétence ce genre de migration? Est-ce le HCR ou l'OIM? Pour la deuxième intervenante du FEICOM, je voulais comprendre quel est le rôle du FEICOM. Est-il initiateur des projets au niveau des CTD ou alors c'est une banque de CTD? Parce que j'ai eu l'impression que au niveau du FEICOM, ils font le travail des maires et des présidents de région. Voilà, merci. La seconde et dernière question. Ok, merci beaucoup. Ma question va à madame qui vient de présenter le FEICOM. Et c'est dit que moi, c'est une inquiétude. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe. Il y a des infrastructures qui sont construites au niveau dans les communes. Là, il y a des marchés, il y a des hangars, mais qui ne sont pas utilisés par la communauté. Et il y a une commune à l'est, je vais dire le nord, où le marché a été bien construit avec des costauds investissements quand tu vois la façon dont ça a été construit. Mais la population n'y va pas, le marché n'est pas fonctionné. Est-ce que ça, c'est le résultat d'une étude qui n'a pas été faite en amont? Quel est le problème? Pourquoi ce n'est pas viabilisé par la population? Madame Djilofa va prendre la parole ensuite. Oui, merci pour la question, mon père. Donc, en fait, j'ai abordé la migration comme vous l'avez vu, saisonnière de la transhumance, puisque ça impacte finalement toute la région et même au niveau du Cameroun. Et votre question, c'est de savoir qui est-ce qui prend ça en charge. Est-ce que c'est l'OIM ou le HCR? À mon niveau, ce que je peux dire par rapport à ce qu'on fait, l'OIM, parce qu'en termes, j'ai insisté sur les données, donc l'OIM, à travers des programmes financés par la Banque mondiale, en particulier ici au Cameroun, le PRODEL, fournit, et même au ministère, comment on va dire ça, des outils pour justement pouvoir suivre le cheptel, ou alors la composition, on va dire, des familles et des éleveurs et des pasteurs. Donc l'OIM a tout un système pour suivre, et en juillet ici, justement, là, il y a une conférence internationale où l'OIM a permis justement de produire des données qui ont facilité effectivement de montrer quelle était l'ampleur de cette transhumance. Et donc, au-delà des organismes internationaux, il faut savoir que la transhumance maintenant est... avant, on parlait d'une transhumance qui est agressive, maintenant on parle de transhumance apaisée. Et donc, on voit bien que c'est un phénomène qui doit être pris en compte, non seulement au niveau international, mais surtout au niveau, on va dire, national, local, parce que au-delà de la transhumance interne, il y a cette transhumance transfrontalière, et on sait qu'on est vraiment cerné par voilà, tous ces défis sécuritaires. Donc voilà ce que je peux vous répondre de façon concrète. Merci. Oui, mon père, vous avez voulu savoir c'est quoi le rôle du FEICOM exactement. En fait, oui, nous sommes un établissement public qui est dans le secteur de la décentralisation et du développement local. Donc, notre rôle, c'est de faire toutes les opérations financières possibles pour accompagner le développement dans les collectivités. En particulier, les gens le savent, nous recevons des ressources qui sont transférées par l'État
Et nous avons désormais également le rôle et la mission de mobiliser d'autres types de ressources. En l'occurrence, pour ce programme spécifique, et là j'en profite pour répondre à la deuxième question, nous avons rédigé un projet en fonction de du contexte de ces communes-là. Donc nous avons rédigé ce projet avec l'appui de la KfW pour mobiliser dans un premier temps des ressources de l'Union européenne et par la suite des ressources de la KfW elle-même, parce qu'ils ont souhaité continuer le projet. Donc ça permet donc d'aller, de multiplier un peu les ressources, d'avoir un peu plus de ressources. Quand nous disons que le partenariat est important, nous n'aurions pas pu flécher autant d'argent pour une problématique aussi spécifique, parce que nous avons le rôle du développement harmonieux de l'ensemble du territoire. Mais donc, en travaillant avec des partenaires qui avaient dans leur programme des questions de ce genre liées aux migrations, justement, l'Union européenne, nous le savons. Donc, ça nous a permis donc de mobiliser ces ressources-là pour les collectivités. Maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas occupées. Je pense qu'un programme comme celui-là répond à ces questions. Les communes ne sont pas forcément toujours formées à la question de la participation citoyenne. Donc des fois, le maire ressent le besoin d'avoir un espace de commerce. On a dit que c'est intuitif, on se dit qu'il faut un espace d'échange. Et le conseil municipal prend la délibération, mais sans consulter et tout. Alors que dans un programme comme celui-là, c'est les commerçants qui vont être consultés, c'est les populations. Donc en fait, et c'est quelque chose que en interne même, dans la maison, nous servons des leçons apprises de ces programmes que nous menons, de ces programmes spécifiques pour enrichir nos modes d'action. Donc en fait, la participation citoyenne est très très importante pour assurer l'efficacité des financements qu'on met sur le terrain. Merci. Merci pour la réponse. La petite réponse qui marque, n'est-ce pas, la fin de ce panel. Nous profitons pour remercier tous les intervenants pour ces interventions très informatives, mais aussi les participants pour leur contribution. Donc, en rappel, ce panel a porté sur les solutions pour une réintégration économique réussie des migrants et réfugiés. Nous avons eu 5 intervenants. D'abord, les cadres légaux à mettre en place pour un impact socio-économique des femmes réfugiées. Ensuite, l'approche des systèmes de marché inclusifs visant l'autonomisation des femmes réfugiées et l'accès au marché. Ensuite, également, l'intégration économique des réfugiés déplacés internes. Puis, c'est suivi la présentation de la migration saisonnière, cas de la transhumance saisonnière, et enfin, programme économique et social des villes exposées à des facteurs d'instabilité. Donc, je me permets de préciser que s'il y a d'autres questions, vous pourrez en bilatéral, n'est-ce pas, consulter les intervenants concernés. En ce qui concerne la session portant sur cette thématique, nous allons la clore afin de passer, n'est-ce pas, à la prochaine session qui se tient dans 2 minutes, dans la salle 4. 3. Toujours ici. OK. Donc, merci pour votre aimable attention. Le modérateur est à féliciter. Hein? Merci.